Face à l'invité culture de Télématin, Damien, vous recevez Bruno Solo. Bonjour Bruno. Bonjour Damien. Merci d'être là pour nous, parce que vous bossez beaucoup, vous êtes en tournage, vous êtes revenu par Paris pour être sur le plateau Télématin en direct. Merci beaucoup. Vous nous présentez ce matin votre dernier ouvrage, parce que ce n'est pas le comédien qu'on reçoit, mais c'est le conteur, c'est le raconteur d'histoire. Ça s'appelle Le Voyageur d'histoire. Bruno, c'est aux éditions du Rocher. Vous avez décidé de voyager dans le temps et vous êtes parti notamment à la rencontre de 9 personnalités plus ou moins connues du grand public. Si vous êtes d'accord, j'ai envie qu'on commence avec Cléopâtre, la plus connue, et quoique, parce qu'il n'y a pas de biographie de Cléopâtre. Non, c'est une femme qui est restée mystérieusement oubliée par les grands biographes de l'histoire, et lorsqu'elle a été abordée, elle l'a été souvent avec condescendance, un peu de mépris, par Plutarque, par Cicéron, par Suétone, que j'évoque aussi dans le livre. Mais pour autant, c'était une immense femme politique. C'est ce que vous dites, femme éminemment politique. C'est ce qu'elle veut qu'on retienne d'elle à la fin de mon entretien avec elle, puisque donc je me mets en situation, je suis un esclave qui se perd dans son palais, elle m'accueille gentiment, et petit à petit, moi, fort de ma connaissance du futur, je lui pose des questions un peu orientées, mais elle le devine, parce qu'elle avait quelque chose sûrement... Machiavélique. Non, elle le devine dans le sens où c'est une déesse aussi et qu'elle a été... voilà, donc je lui prête une sorte de pouvoir de divination et elle devine un petit peu que je suis un homme qui vient du futur, alors que tous mes autres intervenants, femmes comme hommes, ne devinent pas et me considèrent comme un de leurs contemporains. Avec elle, j'ai voulu cultiver un peu de mystère, parce qu'il y a beaucoup de mystère autour de son règne aussi. C'est ça. Alors, on l'a dit, quand même, machiavélique, manipulatrice, arrogante. Ouais. Enfin, arrogante, c'est difficile, c'est le jugement des autres. En tout cas, c'était une femme éminemment politique, attachée à l'idée, en tout cas, de faire en sorte que l'Égypte puisse résister à l'oppression romaine de César, puis de Marc-Antoine, d'Octave, qui deviendra donc l'empereur Auguste. Elle est, mais voilà, moi j'ai un échange un peu léger avec elle, où j'essaye de la mettre face à ses contradictions, et elle du haut de son attitude de reine, quand même, de reine d'Égypte, me regarde avec un petit peu de suffisance parfois, mais il y a un échange du coup qui est assez savoureux. Bon, Je suis un peu sous le charme. Mais ça se ressent. Bah oui, bien sûr, je suis sous le charme. Vous, le comédien, je vous demande pas si vous avez aimé le film, le Cléopâtre, évidemment, avec Liz Taylor. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Avec Richard Burton. Il a ruiné le Rex studio. Harrison, Rex Harrison, Richard Burton. Et il a ruiné le studio. Je sais plus si c'était Paramount ou à l'époque, je me souviens plus de ça, mais complètement. Et parce que je crois que c'est un des films les plus coûteux de l'histoire du cinéma. Oui, c'est le film au prorata des budgets même d'aujourd'hui, c'est le film le plus coûteux de l'histoire du cinéma. Mais elle est époustouflante déjà d'incarnation. De ce qu'on sait sur Cléopâtre, beaucoup de choses sont dites dans le film. Et moi, donc je l'évoque évidemment, j'évoque un petit peu le fait que je connais le film, ce qui me permet de discuter avec la vraie Cléopâtre. Parce que moi, je rencontre les vraies personnes dans leur époque, attention. Vous n'êtes pas allé voir les sosies, vous êtes allé voir les vrais. Et d'ailleurs, on sent qu'il y a du boulot derrière, Bruno. On ne peut pas faire des livres comme ça. C'est-à-dire que vous inventez des dialogues, évidemment, puisque, pardon de casser la mythe, vous n'avez pas rencontré Cléopâtre, mais vous êtes adossé à de la documentation historique. Absolument. Je travaille avec des historiens. Comme pour le premier, les visiteurs d'histoire, je m'appuie sur le travail des historiens qui m'amènent tout le matériau nécessaire, qui me permet ensuite, moi, de développer ma propre romance, ma propre histoire et ma propre vision. Et votre style, et on reconnaît votre style, on vous entend. Quand on vous lit, on vous entend, donc on n'a aucun doute, c'est vous qui l'avez écrit. Ah oui, ça c'est sûr. C'est des dialogues un peu théâtraux, effectivement. C'est pas toujours le cas. Tout le monde n'écrit pas ses livres, mais vous, en l'occurrence, vous les écrivez. La comtesse de Ségur. Alors, la comtesse de Ségur, est-ce vrai que gamin, dans votre lit, vous lisiez la comtesse de Ségur et j'ai été surpris par mon père pensant que je lisais une revue licencieuse. Alors que pas du tout. 12 ans. Non, mais en fait, j'ai grossi un peu le trait, mais en gros, effectivement, un jour, mon père m'a surpris en train de lire la comtesse de Ségur. On a été étonné du fait de l'éducation qui était la nôtre. Alors, vous plutôt, papa communiste? Non, pas communiste, non, libertaire plutôt. Ah, libertaire. Non, il n'était pas du tout embrigadé dans le communisme. Un peu anard. Un peu anard, libertaire, libre penseur, voilà. Donc que son gamin lise l'univers aristocratique de la comtesse de Ségur, et un peu moraliste. Oui, ça l'étonnait un petit peu, au point qu'il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on a loupé avec ta mère pour que tu lises la comtesse de Ségur plutôt que Gilles Vallès ou voilà. Et mais bon, j'exagère un peu, évidemment, ça l'a fait sourire et tout, mais j'en ai fait l'introduction pour la comtesse de Ségur comme si c'était un scandale dans la famille. Et moi, en fait, j'ai voulu m'intéresser à la comtesse de Ségur, parce qu'elle m'a initié à la grande littérature, la première fois où je l'ai lue, et j'ai senti des années plus tard, parce que je me suis toujours intéressé à l'histoire, c'est pas quelque chose qui a surgi comme ça, il y a quelques années, j'avais lu des choses sur la comtesse de Ségur, comme quoi c'était un personnage peut-être plus complexe, plus ambigu, plus sophistiqué que l'idée que ça soit juste une moraliste un peu bigote, etc.
En fait, son œuvre a beaucoup été revisitée par l'un de ses fils, et son fils y a mis beaucoup, effectivement, de religiosité, alors qu'elle avait envie de se détacher de ça. C'est une enfant martyre, Sophie Rostopchine. Les malheurs de ce fils, c'est ses malheurs à elle. Et c'est une enfant martyre qui a voulu parler de l'éducation des enfants de sa classe sociale, hein, évidemment, des enfants des nobles, de manière un peu différente. C'est peut-être une des premières qui s'est intéressée à la manière dont on traitait les enfants. Et c'est vrai que quand on le lit avec la mauvaise distance, on a l'impression qu'elle veut que les enfants filent droit et soient disciplinés, alors qu'en fait, elle m'a peut-être donné l'envie aussi de m'intéresser aux enfants plus tard, par le biais de La Voix de l'enfant, dont je suis l'un des ambassadeurs depuis toutes ces années. C'est peut-être elle qui, inconsciemment, m'a donné envie de regarder d'un peu plus près le sort des enfants. Et vous aurez confirmation en lisant ce livre, évidemment. Donc, elle était née à Saint-Pétersbourg en 1799. Elle est arrivée en France et donc elle a épousé le comte de Ségur. Et elle a habité le château des Nouettes, c'était dans l'Orne. Donc, elle aimait beaucoup la France. Hein. Elle était francophone, francophile. Et puis, elle était dans un coin qui lui rappelait sa Russie natale, avec des forêts de bouleaux, etc. Donc, elle s'y est installée. Et puis, elle a eu, elle a aimé énormément la France. Et d'ailleurs, la plupart de ses histoires, elle les situe ici, en France. Mais c'est vraiment un écrivain intéressant. Elle a rencontré des gens comme Eugène Sue, elle admirait Vigny, elle admirait Victor Hugo. Elle ne se considérait pas comme une écrivaine. Non. Comme moi, je ne me considère pas comme un écrivain encore. Je me considère comme un passeur d'histoire. Elle l'était aussi. Et j'ai une tendresse très forte pour elle. Et je la rencontre un jour précis, le jour où elle déménage de son château parce qu'elle n'a plus les moyens de l'entretenir. Son mari est mort, lui avait beaucoup d'argent. Elle aurait dû gagner énormément d'argent parce que c'était une des plus grosses vendeuses de livres de son époque. Sauf qu'elle touchait une somme misérable par livre, parce que c'était une femme et parce qu'elle était exploitée, et notamment par l'éditeur Hachette. Voilà. C'est ce qu'on découvre dans ce livre. D'un mot, Bruno, je me suis dit, mais comment Bruno a découvert l'histoire? Comment la passion est née? Je vous montre 4 photos. San Francisco, Mexico, New York, Grand Canyon. C'est pas mal résumé? Vous avez quoi, 13-14 ans? Oui, c'est ça. Je fais un voyage initiatique avec mon père à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il dit, écoute, il faut qu'on apprenne à mieux se connaître. Tu as 13 ans maintenant. Mais ça coûte de l'argent. Non, mais c'était un petit peu au jour le jour. À la route, ça? Ah oui, c'était, on se lavait quand on se lavait, on mangeait quand on mangeait, on dormait là où on pouvait. Et on a traversé ces 3 pays pendant 3 mois et demi. Quelle belle ouverture sur le monde que vous offre votre père. Voilà, et il me dit, il faut qu'on apprenne à mieux se connaître. On aurait dû faire ce voyage avec ma maman et ma sœur, mais ma sœur était vraiment petite à l'époque, elle avait 5 ans, et ma maman, sachant les conditions du voyage à venir, a préféré s'en préserver. Donc, je suis juste parti avec mon père. Et beaucoup de ce que je suis aujourd'hui, je le dois à ce voyage où j'ai rencontré des gens, où il m'a intéressé aux choses, où il m'a ouvert à la curiosité, au monde, au pluriel. C'est joli. Vous parlez bien. Vous êtes fort quand même, Bruno. Bruno Solo, le voyageur d'histoire, c'est aux éditions Je reprends les choses du qui sont Rocher. écrites dans mon livre. Hein, c'est du par cœur, vous avez bien vu.